Bonjour, dans cette discussion, je reçois Ombline de Louvigny. Ombline est professeure de yoga, blogueuse et voyageuse. Elle vient nous parler de toutes ses passions. A tout de suite pour notre conversation. Bonjour Ombline, je suis ravie de te recevoir. Tu es professeure de yoga, tu es auteure, tu es voyageuse. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et te présenter avec tes propres mots? Bonjour Clairvy. Oui, avec grand plaisir. Du coup, je suis blogueuse. J'ai créé un blog il y a 5 ans sur lequel, au début, je parlais beaucoup de bonnes adresses de restaurants à Paris et de bonnes adresses quand on voyage, parce que c'est ce que j'ai fait dans ma vie passée de journaliste pendant des années. Puis, j'ai rencontré le yoga et donc très vite, dès la création de ce blog, je me suis mise à parler de yoga. Puis après, avec le yoga, j'ai vraiment découvert tout ce qui était la spiritualité, tout ce qui était ce monde, cet univers, et je me suis mise à parler de plus en plus de spiritualité. Puis j'ai décidé de me former au yoga il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, je suis professeure diplômée de yoga en Kundalini, qui est mon préféré. J'ai écrit un livre sur le yoga Kundalini qui s'appelle Mon cahier yoga Kundalini. C'est aux éditions Solar. Et je suis diplômée aussi en Vinyasa et en Yin et en Hatha restaurative. Mais voilà, celui que vraiment je préfère et qui a vraiment fait un switch dans ma vie, c'est le yoga Kundalini. D'accord. Et Voilà. on devient comment, on s'intéresse comment d'abord au yoga? C'est rentré comment dans ta vie? Parce que tu disais ton blog à l'origine, c'était pas forcément centré sur ça. Tu te souviens de ce déclic, cette découverte du yoga? Ouais, ouais, je m'en souviens très bien. Bah, comme pour beaucoup, beaucoup de personnes, au début, pour moi, le yoga, c'était en fait un moyen de faire de l'exercice physique. Je prenais ça comme du sport et c'était un moyen d'entretenir mon corps physiquement. Et donc déjà, très vite, en fait, j'ai vu qu'avec le yoga, je gagnais en force et en souplesse physique. Euh, voilà, on gagne en force et en souplesse physique dans nos muscles des forces qu'on ne peut pas vraiment imaginer de manière assez rapide. Et puis en fait, très vite, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déclic, c'est que cette force et cette souplesse physique qu'il y a dans le corps physique, et ben, elle passe au mental. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et ça s'est vraiment fait en fait avec la découverte du yoga Kundalini. Un jour où j'ai été prendre un cours de yoga Kundalini, au début, j'ai pas particulièrement accroché parce que j'étais dans du yoga qui était beaucoup plus physique, beaucoup plus intense. Je cherchais vraiment à me dépasser physiquement tout le temps. Je faisais beaucoup de Bikram, beaucoup de yoga qu'on appelait du hip-hop yoga. Enfin, je cherchais vraiment, j'étais dans le essayer de brûler des calories, etc. Et j'ai été à ce cours de Kundalini et j'étais très surprise parce que c'était extrêmement différent de ce que je connaissais du yoga et de l'image que j'en avais. Je me suis retrouvée dans un cours où on chantait des mantras, il y avait des respirations très particulières. C'était pas du tout un flow, un enchaînement de postures avec un flow rapide comme ce que je connaissais. Et j'ai pas adoré, mais ça m'a interpellée. Et 9 mois plus tard, en fait, j'y suis retournée. J'en ai parlé entre temps durant ces 9 mois. J'en avais parlé avec des gens qui faisaient du yoga, leur disant mais j'étais à un cours de yoga qui s'appelle le Kundalini, c'est assez étrange, j'ai du mal à comprendre. Puis voilà, les gens m'ont dit des choses et ça m'a donné envie d'y retourner. Puis j'y suis retournée et là, je suis tout de suite, 9 mois après, je suis tout de suite tombée dans la marmite. Je ne pouvais plus m'en passer. Et c'est quoi les changements que tu as vus avec le yoga Kundalini qui ont superposé aux différentes parties de yoga? C'était plutôt au niveau spirituel? En fait, c'est vraiment un yoga qui se permet de se connecter à soi. C'est un yoga qui via différents exercices, en fait, de différentes postures, couplées à de la respiration, à des chants de mantras. Toute cette technique, en fait, c'est une technologie, hein, bah, ça permet vraiment de venir faire un travail d'introspection sur soi-même. Ça permet vraiment de venir se connecter à son intuition. Je pense que je ne savais même pas ce que c'était que l'intuition, en fait, avant de découvrir le yoga Kundalini. Et depuis, je fonctionne énormément à l'intuition. J'ai découvert ce que c'était, en fait, cette chose qu'on a en nous. Et c'est aussi un yoga qui est très intéressant pour, euh, comment dire ça, pour les personnes qui peuvent avoir des profils un peu addictifs.
Donc, quand je dis addictif, c'est pas forcément que des choses comme la cigarette, la drogue, l'alcool. Ça peut être aussi des addictions mentales, des addictions relationnelles, des addictions avec le mental qui va toujours aller dans le négatif, à avoir peur ou avoir les choses plus en noir qu'en blanc, des addictions alimentaires, j'en sais rien, voilà, tout ça. Et c'est vraiment un yoga qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à focaliser le mental, en fait, sur l'instant présent, quoi, sur les choses qui sont bonnes pour nous. Et c'est un yoga que tu pratiques tous les jours? Quel type de yoga? Enfin, Ouais, ouais, c'est un yoga que je pratique tous les jours. Euh, alors, je ne dis pas que je vais faire 1 heure et demie de cours tous les jours, mais en tout cas, je suis des cycles de méditation de 40 jours, de 90 jours ou de 120 jours, ça dépend. Donc, tous les jours, donc, je choisis une méditation spécifique. Chaque méditation, en fait, en Kundalini, a, euh, a une intention spécifique. Donc, on peut venir travailler sur l'ouverture de son cœur, on peut venir travailler sur nettoyer les mémoires passées, on peut venir travailler sur attirer l'abondance et la prospérité dans sa vie. Voilà, il y en a pour absolument tout. Et j'essaye de suivre des cycles de 40 jours en général. J'en ai déjà fait de 90 jours. Voilà, donc ça peut être une méditation de 11 minutes, ça peut être une méditation de 31 minutes. On peut augmenter le temps au fur et à mesure. Et c'est très intéressant, en fait, de faire ce travail parce que on voit vraiment le pouvoir en fait, bah, c'est la loi de l'attraction, quoi. Quand on vient répéter, un mantra, quand on vient faire un exercice tous les jours ou une certaine technique de respiration pendant un certain nombre de minutes avec une intention, on se rend compte qu'on peut vraiment réussir à créer, en fait, l'intention qu'on essaye de projeter. et je me posais une question, est-ce que le côté physique d'un yoga, on va dire, plus connu comme le Vinyasa ou le Hatha Yoga, ne te manque pas lorsque tu pratiques le Kundalini Yoga qui est peut-être plus posé, plus dans les chants, plus dans la respiration, hein? Alors, bah, moi, j'aime vraiment énormément le vinyasa et j'aime beaucoup le flow de vinyasa. Donc, c'est un yoga que j'essaye de continuer de pratiquer malgré tout. Aujourd'hui, je vis à Mexico City et d'ailleurs, c'est pas forcément évident de trouver du Kundalini et un flow de Vinyasa. C'est des yogas qui sont beaucoup plus restauratifs, qui sont très bien, mais qui me correspondent moins. Et donc, si, bah, ça me manque. Donc, moi, je l'enseigne aussi, le Vinyasa, et quand j'organise des retraites, je ne propose pas que du Kundalini. Mes élèves, elles pratiquent également le Vinyasa et le Yin. Euh, Après, le Kundalini, il faut savoir que les gens ont beaucoup tendance à associer ce yoga à uniquement de la méditation ou des techniques de respiration, des chants de mantra. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des kriyas qui sont quand même assez intenses. On peut vraiment venir bien travailler le corps physique. On peut sortir vraiment lessivé d'un cours de Kundalini, autant que d'un cours de yoga vinyasa. Donc, ouais, dans le yoga Kundalini, en fait, il y en a pour tout le monde. Et il ne faut pas croire que c'est un yoga qui est restauratif et qui est très doux. Et non, ça, c'est une fausse croyance que les gens ont. Je ne sais pas pourquoi. Bah, parce qu'on parle beaucoup, en fait, du pouvoir de la méditation au Kundalini. C'est ce côté-là qui fait le plus parler de ce yoga. Mais c'est pas du tout que ça. Donc, si on veut que ce soit intense, ça peut l'être aussi. Mais pour répondre bien à ta question, non, moi, le vinyasa, c'est quelque chose qui. C'est comme ça que j'ai découvert le yoga. Et oui, je continue d'essayer de le pratiquer vraiment toutes les semaines parce que j'en ai besoin et puis parce que c'est un vrai plaisir. J'adore ça. D'accord, merci. Tu parlais aussi de la loi de l'attraction. Ça s'est manifesté comment pour toi depuis que tu pratiques le Kundalini Yoga? Tu as vu des choses peut-être un petit peu magiques se passer sur tes envies, des rêves se réaliser? Ah, vraiment, en fait, ça, je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment expérimenté. C'est assez fascinant quand on vient pratiquer une méditation et qu'on la tient pendant un certain nombre de jours. Donc, le minimum, c'est 40 jours. Euh, L'idée, c'est que, voilà, dès le début, on choisit Enfin, on choisit, les temps sont indiqués en fait, hein. Les professeurs ou les manuels sont là pour nous guider. Donc voilà, on choisit de venir pratiquer une méditation, je disais bah, par exemple pendant 11 minutes, 31 minutes. La première que j'ai faite, donc c'était il y a plus de 2 ans, et c'était une méditation de 40 jours qui
duré 31 minutes. Et c'était une méditation pour venir s'aligner avec la personne qu'on était réellement. Donc, c'était une méditation avec laquelle je venais répéter un mantra qui est le mantra Satanama. Donc, ce mantra qui est un mantra Gurmukhi, c'est un mantra qui signifie en fait naissance, vie, mort, renaissance. Donc, pour l'idée d'accepter si on est dans un cycle qui ne nous correspond pas vraiment, de sortir de ce cycle, de le laisser mourir et de renaître dans un autre cycle. Et j'ai pratiqué cette méditation vraiment tous les jours pendant 31 minutes, pendant 40 jours. Et à la fin de ce cycle de méditation, je suis devenue professeure de yoga Kundalini et j'ai décidé d'arrêter d'être journaliste en rédaction. Je me suis vraiment lancée en fait et ça a fonctionné tout de suite. Et donc voilà, après on peut dire ce qu'on veut. Peut-être que aussi mon blog m'a aidé ou peut-être que j'ai mis l'énergie qu'il fallait. Peut-être que mon yoga Kundalini, j'en parlais avec tellement de passion que je réussissais à bien vendre, entre guillemets, à bien vendre mon truc. Parce qu'il y a 2 ans et demi, c'était pas encore ça avait pas, voilà, c'était moins connu que ça l'est aujourd'hui. Il a quand même pas mal explosé avec le confinement. Et moi, quand j'ai commencé le yoga Kundalini, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient limite l'impression que j'étais dans une secte. Aujourd'hui, on est quand même vraiment loin de cette image. Et donc voilà, ça c'est la première méditation que j'ai faite. Et donc, pour moi, elle a vraiment fonctionné. Et j'ai fait d'autres cycles de méditation. Par exemple, j'en ai fait une pour faire ressortir les phases, venir en fait, se connecter et faire ressortir nos phases d'ombre, the dark shadow, parce qu'on a tous une part lumineuse en nous et une part, et une part qui n'est pas lumineuse. Et c'est sûr que la part moins lumineuse est moins agréable, mais c'est comme ça, elle fait partie de nous. Et c'est comme pour tout dans la vie, on a besoin, pour qu'il y ait du soleil, on a aussi besoin de l'ombre, on a besoin de l'équilibre des deux. Et donc ça, c'est une méditation que j'ai faite pendant 90 jours. C'était des mantras et de la respiration. Je l'ai faite aussi pendant 31 minutes, donc 90 jours. Je l'ai commencé avant le premier confinement et je l'ai terminée, je crois, pendant le premier confinement ou à la sortie du premier confinement. Je ne sais plus, non, pendant le premier confinement. Et j'ai vraiment, vraiment facé, comment dire, je perds un peu mon français comme je vais à Mexico depuis 9 mois. J'ai vraiment, oui, facé ma part d'ombre, en fait. Mm. Il y a des événements dans ma vie qui ont fait que ouais, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, j'avais en moi une peur de l'abandon et du rejet qui était énorme. Et j'ai compris en fait d'où elle venait. Et voilà, et de toute façon, cette peur, elle est là. Il y a de fortes chances pour qu'elle reste là toujours, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle est là et je sais comment en fait la dompter. Je sais un peu comment la tenir à distance. Je sais comment lui parler quand elle vient pour qu'elle n'envahisse pas tout, qu'elle prenne pas toute la place. Donc ça a été assez fascinant en fait, ouais, qu'à la fin de ce cycle de méditation, il se passe quelque chose dans ma vie qui fasse que j'ai à vraiment affronter en fait cette part d'ombre qui est en moi et qui était là depuis toujours, mais je n'avais pas vraiment mis le doigt dessus, quoi. Donc voilà, et j'en ai fait une autre aussi après une rupture amoureuse qui a été très douloureuse pour venir réouvrir mon cœur. Et elle a été très intéressante. Elle a été très intéressante, cette méditation aussi, pendant tout le process, en fait, parce que déjà, quand je faisais cette méditation, donc c'est avec le mantra Sat Kartar, et ben plus les jours passaient, plus j'avais l'impression de ressentir de l'amour de la part des gens autour de moi. Vraiment, j'avais l'impression de ressentir énormément de bienveillance, que les gens étaient vraiment là, quoi, vraiment là sur ma route pour m'aider, pour me donner de l'amour. Et à la fin de cette méditation, et ben, je me suis mise avec quelqu'un d'autre. En fait, j'ai accepté de réouvrir mon cœur, de ne pas avoir peur. Voilà, donc ça a été assez positif pour ça. C'est ces trois expériences qui ont été vraiment très fortes avec des méditations de Kundalini. D'accord. Donc, c'est vrai que ça donne envie, en tout cas, de s'y Ouais. mettre. De, Et, de pratiquer la discipline, en fait, parce que l'idée, c'est juste de s'imposer. Parce qu'on peut croire que 11 minutes, tous les jours, pendant 40 jours, par exemple, rien que 11 minutes, il y a des gens qui me disent: ah, mais j'aurais pas le temps, est-ce que je peux pas faire 3? Je dis: bah, si c'est que 3, à la limite, fais-le, mais c'est vraiment l'idée de venir tenir cette discipline de tous les jours, se donner ce rendez-vous avec soi-même. Et puis, en fin de compte, 11 minutes, voire même 30, on les a, en fait. C'est 11 minutes qu'on peut prendre moins sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook, j'en sais rien. 11 minutes en moins sur Netflix.
ou 11 minutes où on va se réveiller plus tôt, si on a vraiment une vie de famille avec des enfants, un travail qui est très chargé. Mais réussir à s'aménager ce temps-là, c'est quand ça paye vraiment en fait derrière. D'accord. Tu parlais aussi de ton blog et du fait que tu étais journaliste, tu as aussi écrit un livre. L'écriture, c'est quelque chose qui est important pour toi? À l'écriture, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Euh, Ça me permet, moi, de vraiment venir comprendre mes émotions, de parler avec elles. Euh, Ça me permet de partager aussi mes émotions. Alors, quand j'ai commencé le blog, j'étais pas du tout dans le partage de mes émotions comme je le fais aujourd'hui. J'avais très peur de partager mes émotions. En général, voilà, on a peur de partager nos émotions celles qu'on appelle les plus négatives. Euh, mais aujourd'hui, j'ai plus du tout peur de montrer quand je suis vulnérable. Et ça m'aide énormément. Il y a quelque chose aussi que je fais depuis des années qui m'aide beaucoup, c'est je tiens un journal de lune, c'est-à-dire que je viens marquer mes intentions à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que ça permet de voir notre évolution, de voir, puis de voir le travail qu'on a fait sur soi, les intentions qu'on a pu poser il y a quelques années. Euh, de voir si elles se sont réalisées aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en fait. Ça permet d'avancer. Quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Oui. D'accord. Et du coup, est-ce que ça a une pratique méditative aussi? Parce que le yoga et l'écriture se rejoignent ou tu- peut-être pour poser les pensées? Ouais. Pour moi, je ne dirais pas que ça a un aspect méditatif. C'est probablement le cas pour certaines personnes. Moi, c'est vraiment juste l'écriture, c'est un moyen qui me permet de mieux me comprendre, de me poser, de mieux me comprendre. C'est un outil ouais, qui me permet de venir bien me focaliser sur moi. Il y a des gens avec qui, c'est peut-être une forme de méditation, effectivement, parce qu'il y a des gens, pour eux, c'est avec la peinture. Ouais, voilà, moi, c'est l'écriture. D'accord. Merci. Et tu as d'autres outils que le yoga, que l'écriture pour te ressourcer aussi? Euh, le voyage. J'ai vraiment découvert que, enfin, ça a toujours été le cas avant, parce que j'ai toujours voyagé énormément. Je voyageais déjà beaucoup quand j'étais journaliste, mais c'est quelque chose de très différent de voyager en partant de chez soi et puis partir 2 semaines quelque part et revenir, ou partir pour une mission pour le travail. Là, voilà, je voyage toute seule depuis presque 9 mois et il y a des moments où c'est très ressourçant parce qu'on rencontre, les rencontres sont là sur la route et les gens nous apprennent beaucoup et c'est assez fascinant. Il y a des moments où c'est extrêmement confrontant et extrêmement fatigant aussi parce qu'on est tout le temps en train de devoir se chercher un nouvel appartement, chercher la nouvelle destination, comment est-ce qu'on va aller là. Mais voilà, il y a des. Pour moi, c'est. Toi, ta question, c'était avec la ressource, en fait, mais voyager, ça permet aussi de se ressourcer. Je crois que ma réponse est un peu confuse. Euh, Non, mais c'est bien parce que enfin, ça me permet aussi d'enchaîner sur le voyage parce que voilà, ça me fascine aussi ce style de vie de voyageuse. Comment tu fais pour choisir ta destination, pour te dire bah, c'est là que mon cœur a envie d'aller, c'est là qu'il doit se passer quelque chose. Ça se passe comment pour toi? Alors, ce qui s'est passé vraiment avec le Mexique, ça s'est vraiment fait à l'intuition hein, et aux rencontres que j'ai eues. Euh, Déjà, bon, quand j'étais en Europe, je détestais passer le mois de février, enfin quand je vivais en France à Paris, je détestais passer le mois de février en Europe. J'essayais toujours de voyager durant le mois de février pour ne pas être en France. Je trouve que c'est un mois qui est très creux. On est vraiment au creux de l'hiver. Voilà, j'aimais pas passer ce mois en Europe. Et du coup, là, l'année dernière, j'avais voyagé au Ghana en février. J'étais partie faire un niveau 2 de yoga Kundalini là-bas. Et là, j'avais dit vraiment, l'année prochaine, donc 2021, je ne passerai même pas un jour du mois de février en France. Et donc, je m'étais dit que j'allais organiser une retraite de yoga quelque part.
ce serait comme ça le moyen en fait de partir voyager tout le mois, puis en même temps de travailler un petit peu et puis de découvrir avec mes élèves un nouvel endroit et des rencontres du hasard ont fait qu'en en juillet donc 2020, à la sortie de notre premier, ou juin, je ne sais plus exactement, à la sortie de notre premier lockdown, j'ai rencontré une personne complètement par hasard quand je suis dans le sud de la France qui m'a dit qu'elle avait un hôtel au Mexique. À Puerto Escondido, je n'avais absolument jamais entendu parler de cet endroit et qu'elle désirait organiser des retraites. Donc, c'était resté dans un coin de ma tête. Et puis, en novembre, je suis partie en Grèce faire un training de yoga vinyasa. Et en arrivant à ce training de yoga vinyasa, j'ai rencontré parmi tous les élèves qu'il y avait une fille qui avait fait un tour du monde pendant 1 an et qui avait terminé son tour du monde au Mexique, à Puerto Escondido. Donc, elle m'a juste donné cette information. J'avais oublié vraiment l'existence même de Puerto Escondido et du nom. Je dis là, ok, ça doit être sympa cet endroit. Et durant donc ce training de yoga en novembre, j'ai eu un rendez-vous sur Zoom, comme on a là toutes les deux, avec cette jeune fille que j'avais rencontrée dans le sud de la France, qui avait son hôtel donc au Mexique, pour qu'on parle éventuellement de l'organisation de cette retraite au Mexique, dans son hôtel, et pour qu'elle me présente l'hôtel. Et donc, durant notre conversation téléphonique, elle me dit que son hôtel est à Puerto Escondido, à nouveau. Et donc là, bah moi, je tilt parce que cette personne de mon training de yoga n'arrêtait pas de me parler de Puerto Escondido, de à quel point c'était formidable, qu'elle voulait y retourner fin décembre pour passer le réveillon là-bas et éventuellement s'y installer un moment. Et donc là, moi, j'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, OK, bon, bah là, direct, on va faire cette retraite de yoga à Puerto Escondido au Mexique. Et ensuite, en fait, après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, ça fait longtemps que tu veux partir. Il y a eu plein d'autres signes autour de moi, en fait, par rapport au Mexique. Et je me suis dit, rends ton appartement, pars au Mexique, là, début janvier. Tu feras ta retraite fin février. Et puis, si tu es bien, tu resteras. Et puis, si tu n'es pas bien, ben, tu rentreras et tu reprendras un nouvel appartement. Et parce que les gens ont toujours peur, en fait, de lâcher, par exemple, l'appartement, partir voyager. Mais ce qui se passe, c'est que si demain je suis plus bien ici, bah, je rentre à Paris ou je rentre ailleurs et je reprends un autre appartement et les choses redémarrent. Et puis voilà, et puis en fait, bah, ça fait 9 mois que je suis ici, je ne suis pas rentrée. Alors il y a des moments qui sont confrontants parce qu'au début, je ne parlais pas un seul mot d'espagnol. Euh, mais voilà, mon voyage se fait en fait au fil de mes rencontres. Euh, quand on a la liberté que j'ai, parce qu'il faut savoir aussi que je voyage là toute seule, mais que bah, j'ai pas d'enfant. Quand on est tout seul, on est plus libre aussi. Donc, je croise des gens et ils me disent ah, je reviens de tel endroit, c'était formidable. Et je me dis ah, bon, bah, ok, très bien. Bah, alors là, on va prévoir d'y aller peut-être là-bas la semaine prochaine. Par exemple, je suis partie au Guatemala fin juin. J'ai choisi d'aller au Guatemala parce que mon visa de résidence au Mexique est de 6 mois. Il arrive à expiration, donc il faut sortir du territoire et puis re-rentrer sur le territoire pour pouvoir le renouveler. Donc je m'étais dit, bah, je vais aller une semaine au Guatemala. J'avais trouvé un, un endroit formidable qui s'appelle Yoga Forest, qui est sur le lac Atitlan, qui est, je pense, un des plus beaux endroits du monde réellement. Et je me suis dit, oh, bah, je vais aller faire une retraite d'une semaine là-bas, me ressourcer un peu, puis je reviendrai à Mexico après. Comme ça, j'aurai mon nouveau visa de 6 mois. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée dans cette retraite, j'ai rencontré plein de gens qui voyageaient depuis quelques semaines au Guatemala et ils m'ont dit, mais tu repars juste après du lac Atitlan, tu retournes direct à Mexico City. Ils m'ont dit, mais non, mais c'est pas possible, tu dois aller voir ça, tu dois aller voir ça, tu dois aller voir ça. Et donc en fin de compte, bah, je suis restée 3 semaines. Et voilà, les voyages se font comme ça en fait, se font avec les rencontres, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et les gens qui ont peur de partir voyager comme ça tout seul, en fin de compte, on n'est jamais vraiment seul. En tout cas pour ce qui est physique, parce qu'on rencontre tout le temps des gens qui nous aident et qui nous guident. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Et les rencontres sont faciles? Les gens viennent naturellement vers toi ou alors il y a un moment où tu te dis, bon, il faut que j'aille plus essayer de trouver les gens, ça se passe comment ça aussi Franchement, les rencontres sont très faciles parce que déjà, je pense qu'on rencontre beaucoup plus de gens quand on voyage seul que quand on voyage à plusieurs, parce qu'on est beaucoup plus ouvert. Donc, les rencontres sont très simples. Ce qui est difficile, la chose qui est difficile, c'est qu'il y a des moments où on se sent très seul
parce que on parle pas la langue. Il y a des moments où on recherche des choses et comme on parle pas la langue, ça va être plus compliqué, ça va mettre plus de temps. Donc voilà, c'est là où il peut y avoir des petites frustrations. Après, on reste quand même un touriste et un étranger. Donc, quand on est un touriste ou un étranger, bah, il y a des moments où les gens peuvent bah, forcément pas vraiment profiter de nous, mais si, ils nous vendent les choses plus chères qu'ils vont le vendre à d'autres personnes. Et ça, il y a des moments où ça peut devenir un peu frustrant, en fait. Mais non, les rencontres sont très faciles. D'accord. Et c'est quoi tes prochains projets pour peut-être conclure l'entretien? Tu as des envies, des choses qui te tiennent à cœur de réaliser? Alors, mon prochain projet, bah, j'organise une nouvelle retraite de yoga à Puerto Escondido fin octobre. Euh, Là, je suis dans une phase où je souhaite rester un peu posée parce que j'ai tellement bougé durant 9 mois que là, je suis en train de chercher un appartement à Mexico City. Je ne sais pas combien de temps j'y resterai, mais en tout cas, pour me poser, pour m'ancrer un peu pendant quelques mois, ce qui me permettra d'ailleurs quand même de continuer de voyager dans le Mexique ou même un peu en Amérique centrale, mais voilà, vraiment de trouver un endroit à moi et, euh, et voilà. Et de continuer de développer des retraites, en tout cas ici au Mexique, tant que j'y suis, d'essayer de venir faire voyager, en tout cas, les gens qui sont en Europe ici pour leur faire découvrir ce pays qui est merveilleux et puis qu'en même temps, via une retraite, ils puissent venir se reconnecter, se ressourcer, pratiquer différentes pratiques de yoga. D'accord. Merci beaucoup, Ambline, pour cette conversation. Si les auditeurs veulent te retrouver, tu as un endroit pour les diriger sur Internet? Oui, bien sûr, ils peuvent venir. Bah, j'ai un blog sur lequel je parle de mes voyages ici au Mexique, sur lequel je parle beaucoup de yoga et de spiritualité. Donc, l'adresse du blog, c'est www.ombellinetips.com. Et puis, ils peuvent aussi venir me parler sur Instagram. Mon Instagram, c'est le même nom que mon blog, c'est Ombelline Tips. D'accord. Bah, merci beaucoup, Ambline, pour cette conversation très inspirante sur le Kundalini, sur les voyages et sur plein d'autres choses aussi. Puis bah, je te souhaite une belle journée sous le soleil, j'imagine, à Mexico City. Merci beaucoup Claire pour cette conversation. Et non, figure-toi que non, à Mexico, c'est pas très ensoleillé. Mexico, c'est la saison Mexico City, hein, pas tout Mexico, mais entre fin mai et fin septembre, début octobre, c'est la saison des pluies D'accord. ici. Voilà. Voilà. Là, en général, il fait beau tous les jours jusqu'à 17h et il commence à pleuvoir en fin de journée. Mais là, aujourd'hui, il pleut pas, mais il fait pas très beau, il fait gris. Voilà. D'accord. Profite, c'est C'est bien. pas grave, c'est bien quand même. À bientôt. À bientôt, Claire, merci. La